What's up, guys? Guts MMA, we are back. Cette fois-ci, recap de UFC Winnipeg qui opposait Mike Malott et Gilbert Burns. Recap un petit peu plus late qu'à l'habitude. J'étais en week-end avec ma copine dans un chalet. Fait que malheureusement, j'avais pas mon stock pour faire mon recap là-bas. Mais bon, c'est pas grave. On le fait maintenant. Let's go! Fait que comme d'hab, on repart ça là, du premier combat jusqu'à la finale pour faire un petit check-up là, de toutes les bêtes. Overall, on termine dans le plus, dans le green. On aime ça. Plus 3 pour ish unités là, de mon côté. J'ai pas le nombre exact là, devant moi, mais je vous l'avais posté là, dans le dernier post sur le Patreon. Fait que si vous voulez retourner voir les nombres exacts, there you go. Donc, on commence. Premier fight de la carte. Puis pour vrai, ça a été une bonne soirée. Beaucoup de bons reads, des bons bets. Mais celui-là, bad read, bad bets. J'ai eu beaucoup trop confiance en Jamie Siraj que j'aurais dû l'avoir. Sur papier, ça lookait bien. Mais il y a des facteurs que j'aurais peut-être dû considérer ou prendre avec plus de poids. C'est-à-dire justement la coupe de poids de Jamie Siraj à 135 livres. Je pense vraiment que ça l'a drainé. Jamie Siraj, je vous en avais parlé déjà en partant dans le breakdown, c'est pas le dude le plus athlétique, explosif. Son striking est très bof, voire à chier. Mais d'habitude, là, gros pace de lutte, puis il cherche à amener le combo au sol rapidement. Mais là, samedi, il avait l'air encore plus au ralenti qu'à l'habitude. Flat-footed, déplacement, tout avait l'air au ralenti pour lui. Premier bon shot clean qu'il touche. Le knockdown pratiquement ou le wobble le blesse. Une seule tentative là, d'amener au sol officiel. Quand il s'est fait dropper par Yanis, il a essayé comme de pull guard puis de l'attirer sur lui pour essayer de commencer son jeu de son dos. Ce qui aurait été bien, mais Yanis a bien fait. Il n'a pas embarqué dans son jeu. Non, super bad look pour Jamie Siraj. Je vous l'ai dit, il a l'air d'un amateur. J'espère pour lui qu'il va probablement soit remonter à 145 livres, essayer d'avoir un petit peu plus de durabilité ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est un combat relativement short notice aussi, ce qui n'a pas aidé. Mais pas d'excuse, c'était vraiment un bad bet, un bad read. Là. John Yanis qui a piece up Jamie Siraj. Donc j'avais une unité sur Siraj sub. Puis j'avais aussi 1.5 unités Siraj, moins de 49.5 coups significatifs. Fait que ça, c'était un bon cash au moins. Là. Mon read initial, c'était que Siraj allait probablement grapple Yanis, peut-être le soumettre, mais qu'on allait avoir beaucoup d'échanges de grappling, ce qui limitait les coups significatifs de Siraj d'un côté. Mais de l'autre bord de bout, on l'a vu, là, il n'est pas très doué. Là, fait que autant qu'il est dominant au sol, que si ça s'extendait debout, il n'y avait pas beaucoup de chance, puis ça n'a pas pardonné. On l'a vu, seulement 3 coups significatifs, c'est fait smoke. Un bet sur 2, fait que kiff overall, mais le read tout de même était pas très bon. Next, Castaneda Vologdin, j'hésitais pour ce combat-là en termes de pick. J'ai pas fait de pari officiel là-dessus, mais le pick, j'ai pris Vologdin. Finalement, match nul. Il aurait dû perdre si c'était pas de Castaneda qui savait pas contrôler ses attaques. En plus, les deux low blows, les coups aux couilles, c'était comme dans des séquences où il dominait. Puis il était en train de faire des bons enchaînements, de piece up Vologdin. Puis là, il trouve un kick là, dans les couilles. Je pense que le point de deduction, c'était la bonne chose à faire. Mais Castaneda, il a vraiment. C'est le seul à blâmer là, dans ce scénario-ci. Vologdin, je trouvais, je sais pas si c'est toute l'histoire justement du catchweight, parce que Castaneda qui n'a pas réussi à faire le poids, qui a négocié un catchweight, whatever. Mais je trouvais qu'il lookait un peu moins explosif puis dynamique qu'à l'habitude. Puis c'est au deuxième round, je pense. C'est Vologdin qui a essayé d'initier une grosse séquence de grappling. Il a vraiment forcé pour avoir des takedowns, puis ça n'a pas marché. Puis après cette séquence-là, on dirait qu'il a vraiment fatigué assez hard. Là. Fait que, je sais pas c'était quoi la stratégie derrière ça. Mais ça n'a pas super bien été là, de son côté. Tout de même, gagné c'est le premier round, il me semble, là, que je lui donnais. Castaneda qui est bien revenu. Vologdin, une fois de plus, qui nous prouve que c'est un dog et qu'il a du cœur en sacrament, une grosse durabilité parce qu'il s'est fait piece up, le voyant en termes de nombre, là, le 2, 3e round. On peut le regarder ici juste pour voir, là, mais il a reçu une bonne raclée, là, on va se le dire, Vologdin.
Vous voyez, deuxième round, 45-38, les coups significatifs. 65-29 au troisième. Vologdin qui a eu une espèce de regain de vie à la toute fin du fight. Là, mais il donne tout le temps un bon show. Il est jeune, mais il y a quand même du chemin à faire, là, à mon avis. Fait qu'on n'avait pas de bet, mais le pick était pas le bon overall parce qu'il aurait dû perdre. C'était pas du low blow. Next up. Puis je parlerai pas de tous les long shots nécessairement. Cycle Parlay, Jimmy Siraj Sub, évidemment, là, ça l'a chalk en partant. Combat suivant, Weird One. J'ai regardé live. Il y a 2 combats que j'ai pas vus en live que j'ai écouté le lendemain. Mais Jamie Lynn Hart contre J.J. Aldrich, personnellement, je donnais. Quand ils ont annoncé 29-28, décision unanime, j'étais convaincu que c'était Jamie Lynn Hart qui avait la décision. Puis, turns out, J.J. Aldrich, il faudrait peut-être que je le réécoute, je sais pas, mais de mon point de vue, c'était comme. Je donnais deux rounds là, clear pour Jamie Lynn Hart, qui était. C'était-tu, je pense que c'était le premier et le 3 ou 2. Je me souviens plus lequel des deux. Peut-être le 3, mais bref, vous voyez, premier round. Le juge, il y a un juge qui a donné un ou deux qui ont donné le premier round à J.J. Aldrich à l'outstrike 21-7, moins de output, moins de précision. 44 secondes de control time, mais c'est pas là-dessus que tu gagnes un round, à mon avis. Weird decision pour de vrai. J'étais content de ne pas avoir de pari là-dessus. J'avais son fantasy score, je pense, dans le underdog, mais c'était vraiment pas beaucoup d'exposure. Puis en plus, je l'avais dans ma liste de Moneyline. Jamie Lynn Hart à moins. Sa ligne, elle a droppé là, à la fin de la semaine. Elle était rendue à moins 140-ish. Ça me parlait. Finalement, j'ai juste pass. Puis je suis content parce que c'est une complete robbery, à mon avis. Fait que le pick, je pense qu'il était bon avec Jamie Lynn Hart, mais le résultat, il est allé de l'autre côté. Très weird. Melissa Crowden contre. Je ne suis même plus à la bonne place, pardonnez-moi. Jamie Lynn Hart, on l'a vu. Crowden contre Daria. Fight intéressant. Daria, on dirait que sa stratégie, c'était juste de ne pas engager. Servir de son footwork, 2-3 coups, on bouge, on se déplace. Puis ça a bien marché en début de combat. Là, Crowden qui avait vraiment de la misère à cerner Daria, à couper les angles, à essayer de la trap. Daria qui bougeait bien, mais c'est comme si elle avait peur d'engager carrément. Premier round, ça lookait correct. Mais tu sais, au deuxième, quand Melissa Crowden s'est mis à catcher un peu plus c'était pas exceptionnel, là, mais elle a réussi à closer le range un petit peu plus fréquemment, etc. Daria qui fatiguait, commençait à wear un peu de dégâts, elle faisait juste. Il y a des séquences à se pousser en courant, c'est pas un bad look aux yeux des juges. Fait que t'as comme Crowden qui avance, qui essaie de la bully, d'initier le clinch, de se battre, puis t'as l'autre qui touche un jab puis qui s'en va en courant dos à son adversaire. C'est pas un bon look aux yeux des juges. Troisième round, c'était encore pire. Crowden qui a bully Daria au troisième. On avait un bet, c'était Melissa Crowden là, to win inside the distance. Puis honnêtement, ce combat-là, il aurait duré 15 secondes de plus, puis c'était terminé. Daria, au troisième round, elle a passé à un cheveu, était au sol. Melissa Crowden, en mount, si je me souviens bien, tape Daria du gros ground and pound, tout bloody up. Le combat finit un petit peu trop tôt, malheureusement, pour qu'on l'aille. Mais le read était bon. Là. Je pense que Melissa Crowden, elle a passé à un cheveu de la terminer au troisième. Concours de circonstances. Elle gagne sa première décision, que je suis content pour elle. Une Canadienne dans la win column là, pour ce fight-ci. Daria est pas mauvaise, mais souvent son fight IQ, c'est douteux. Sa stratégie ici, c'était correct, mais à un moment donné, il faut que tu t'ajustes. Là, si t'es rendu, tu cours dos à la cage, dos à ton adversaire, pardon. Il y a des ajustements à faire là, de son côté. Bref, fait que Reed était bon, le bet était bon, même si on l'a pas eu, à mon avis. Next up, Sadekam. J'avais un petit poke Gokhan Sadekam par décision, mais c'était dans le Cycle Parlay. Je pense que je ne l'avais pas straight up. Puis sinon, on avait un 3-leg parlay. Mettons, si on oublie tous les long shots, etc., on avait un parlay important, un 3-leg. La première, c'était ce combat-là to go over 1.5 round. On l'a eu, bien content. Par contre, ça a été un petit peu plus chalky que ce que je pensais. Les deux se sont envoyés des patates. Premier, deuxième round, ils se sont connectés solides.
Je pensais pas que ça allait être autant intense debout. À mon avis, mon avis préféré, c'est que Sarikam allait justement. Il a shooté des takedowns, vous voyez, 0 sur 4, mais il n'y en a pas eu un. Je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus de succès avec la lutte, réussir à accumuler du control time au sol. Il y a eu un peu de clinch, etc. contre la cage, où est-ce qu'ils sont contrôlés. Mais je pensais vraiment que Gokhan allait réussir à avoir des amenés au sol, puis contrôler Tanner Bowser sur son dos, qui est vraiment mauvais. Juste écouler le time clock, etc. Premier round, ils sont tellement tapés fort que j'étais sûr que ça se terminait. Finalement, ils ont survécu. Deuxième, ça a recommencé, ils se sont blessés. Les deux, ils ont eu des gros moments, mais on voyait mid-deuxième round que les deux commençaient à ralentir un petit peu. Puis je me souviens, j'ai regardé l'horloge, l'horloge du combat. Il restait 1 minute au deuxième. Puis j'étais comme, ce combat-là, il va aller à la décision. Les deux s'en viennent fatigués. 15 secondes après, Sarikam qui place la grosse patate, couche Bowser, puis termine avec du gros run and pound. Fait que le pic était bon, mais pour être bien honnête, le fait c'est pas déroulé comme je l'aurais cru. On a quand même caché le over 1.5 rounds, qui est excellent. On en avait besoin. Mais sinon, c'était pas ce que j'anticipais là, comme type de fight, là, une espèce de brawl en continu où les deux se tapent back and forth. C'est pas ce que j'avais en tête. Sarikam qui a gagné le premier round à mon avis, puis qui avait le deuxième en banque aussi. Je pensais qu'elle allait juste terminer le deuxième round, troisième round peut-être plus fatigué, mais qu'elle allait passer au travers pour aller win la décision. Turns out, le knockout. Congrats à lui. Prospect intéressant pour de vrai chez les heavyweight. Combat suivant, je vous en avais parlé là, dans le breakdown. Julien Leblanc qui n'avait pas un match-up facile. Autant on cheer pour lui, puis on veut que nos fellow Québécois aient du succès, que c'était vraiment pas un match-up évident pour lui. Robert Valentine qui était un gros underdog même à l'ouverture des odds. Si j'avais pu avoir du Robert Valentine à plus 150, etc., je l'aurais probablement pris. No offense là, pour Julien, mais on parie des nombres tout de même. Il y avait de la value. Je pense que Robert Valentine, c'était le favori de façon justifiée. Julien Leblanc qui avait, oui, son UFC debut. Même j'ai vu son coach en parler, le stress, etc., les bright lights du UFC. Mais j'ai l'impression qu'il give up quand même de la physicalité puis du gabarit chez les 185 livres. Valentine, c'est une bonne pièce d'homme, il est ripped. Puis je pense pas qu'il pourrait descendre plus bas. Puis à l'inverse, Julien Leblanc qui s'est battu à 180 livres chez Samouraï, je pense. Fait que est-ce qu'il serait capable d'aller un petit peu plus bas, etc. Aucune idée. Puis sinon, Valentine qui est très explosif, très dynamique, très athlétique, surtout en début de combat. Puis à l'inverse, je vous en avais parlé, Leblanc qui est moins justement toutes ces caractéristiques-là, mais qui a un pace un petit peu plus lisse, qui a un bon cardio, il a un striking technique, un power decent. On l'avait vu se faire brasser un peu par Darian Weeks là, sur la scène régionale, là, qui est un 170 livres. Là, tu as Valentine, une méchante pièce d'homme, qui a un gros pedigree en judo, nasty subgame. Puis on l'a vu, ça n'a pas pardonné. Là, des gros calf kicks en début de combat. Je pense que ça l'a affecté vraiment sa jambe rapidement. Un seul amené au sol, va chercher le dos puis la soumission. Fait que Valentine qui était flawless, c'est lui qui était sur 3 défaites de suite. Probablement un petit peu lié à ça, là, du biais là, du recency bias qu'on dit là, en anglais, vu qu'il était sur 3 défaites, mais contre des top guys. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Julien prochain combat. Mais tu sais, il n'y a pas une tonne de dudes dans la division, à mon avis, qui sont moins dangereux que Robert Valentine. Fait qu'ils vont devoir être prudents avec qui est le match-up, quel combat qu'ils vont accepter. Justement, je pense en fin de semaine, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a un Jason McVeigh. C'est chez les 185, ça? On va regarder pour être sûr, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Là. Mais Eric McConico, Jason McVeigh, Cédric Dumas, c'est peut-être des dudes contre qui pourraient avoir des chances. Ouais, c'est ça. McConico, c'est ça. C'est des middleweight, des 185 livres. Mais tu sais, ce sera pas évident de trouver là, des match-ups beaucoup plus faciles que Valentine, j'ai l'impression. Du moins, c'est mon avis. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer next, puis je souhaite le meilleur succès. Puis next, Denis Bozukchak contre Marcio Barboza. Dans notre 3-leg parlay, on avait fight don't go to decision. J'aurais pu prendre l'under 1.5, 2.5, mais je me dis, je prendrai pas de chance, on va jouer safe. Barboza, en fait, qui a 16 de ses 17 de ses 18 victoires au premier round.
si je compte celle qu'il y a eu en fin de semaine. Sinon, on avait un straight bet, Barboza to win under 1.5 round à moins 130. C'est probablement le pari le plus facile que j'ai eu depuis très longtemps. Ça fait 1 minute 20. Le premier engagement de Marcio Barboza. Il était comme patient à distance. À un moment donné, boum, 2 crochets. Il wave, il revient avec le left hook direct sur la babine. Un seul coup de poing, il couche Denis Buzukja. C'était de toute beauté. Barboza est extrêmement dangereux. Je me doutais que Denis n'avait pas le style nécessairement pour faire face à ce type d'adversaire-là. Fait que ça a été un easy cash pour celui-là. Barboza, super impressionnant là, comme UFC début. Là, il faut lui donner. Next up, Go Jiang. Un peu late, j'ai décidé de parier Young. Moins 138 sur Betway. Si tu avais été plus haut, je ne l'aurais pas pris. Je pense que c'était rendu à moins 165 sur la majorité des markets, moins 170, mais à moins 138, je trouvais que ça avait quand même une value intéressante. Honnêtement, split decision, encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce que les juges regardaient. Premier round à moins 10, fine, mais 2-3, j'étais convaincu que Young gagnait ces 2 rounds-là assez facilement même. Donc, on avait un play, je pense que c'était 1.6 unités que j'ai mis sur son money line. J'avais aussi un petit poke par knockout, ce qui n'était pas un mauvais bet, là, si on check les circonstances, qu'est-ce qui est arrivé. Le 3e round, le knockdown, en termes de coût significatif, le 3e round, je pense que c'est assez... ça parle. Vous voyez, même overall, le 122-45, il y a un gros gap. Mon 3e, 69-23, le knockdown. Était en train de faire du bon ground and pound, Young, quand il l'a knockdown. Puis finalement, il reprend de l'espace, puis il se met à danser. Je sais pas, emoji dance style Fortnite. Qu'est-ce que tu fais? Genre, soit tu le laisses relever au plus sacrant, tu retournes le piece-up, ou tu continues ton ground and pound. Puis finalement, Moises qui a retrouvé une espèce de second souffle à la fin du combat, puis qui a même touché Gage Young avec des bons shots là, à la toute fin du round. Je pense clairement pas que c'était assez pour voler le 3e. Mais tout de même, Moises qui a démontré de belles choses. Premier round, ça a été chaud pour Young, il s'est fait takedown. Le Modified Twister, mais sinon, overall, vous voyez, 2 takedowns sur 15. Young qui a défendu presque toutes les amenées au sol. Son striking est bon, sa gestion de la distance est dynamique. Un athlète intéressant, puis qui est jeune aussi, là, à 25 ans. Next, Jasmine contre Karine Silva. En termes de bet, j'en avais un, je l'ai fait un peu dernière minute. Il n'y a pas cash. C'était Fight Don't Go to Decision. Puis j'avais parlé de mon raisonnement là, dans le breakdown. Silva extrêmement dangereuse avec son jiu-jitsu. Je l'ai callé. J'ai dit qu'elle allait avoir au moins 1 à 2 sub-attempts officiels dans ce combat-là. Elle en a eu 2. Des occasions où peut-être qu'elle aurait pu finir la fight. La guillotine était tellement serrée, mais Jas, elle a passé au travers. Puis sinon, je lui donnais beaucoup à Jasmine un finishing upside un peu plus late dans le combat. Ça a été moins flagrant que ce que j'aurais cru. Le cardio de Silva qui a tout de même bien perduré. Puis Jasmine, son top game était moins efficace là, vu les sub-threats de Karine Silva. On dirait qu'elle pouvait moins laisser aller la fougue qu'à l'habitude. Turns out, une belle victoire, beau comeback, là, elle qui revenait d'une défaite assez difficile. Fait que props à Jas qui remporte la dub ici. En termes de bet, à part des long shots, là, on n'avait rien là-dessus. Fait que pas besoin d'en parler plus. Mandel Nalo contre Jai Herbert, quel fight! J'avais pas de bet là-dessus non plus. J'ai failli parier Mandel Nalo straight up aussi. Finalement, non. Nalo qui piece up Jai Herbert en début de fight. Il est pratiquement dead. La win est au bout de ses doigts. C'était pas les mêmes circonstances et tout, mais ça me rappelait un petit peu Hulbert puis Prochaska d'une certaine façon. Dans le sens où il y avait vraiment la win là, à sa portée. Finalement, il a crashé ça. Bref, il blesse Herbert, il knock down. Il est plus d'équilibre, wobbly leg. Finalement, il fait juste rentrer dans le pocket, les mains basses, vraiment reckless. Puis Herbert qui le tag avec un gros counter. Je pense que c'était une counter right, direct sur la babine. Nalo qui se fait knockdown. Herbert qui le tape, ground and pound. Réussit à sauver, il se relève. Puis finalement, il est encore plus sonné, Nalo, que quand il avait pincé Herbert au départ. Puis Herbert qui réussit à le blesser une autre fois. C'est vraiment un fight weird. Mais super divertissant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Là. Pas de bête là-dessus. Le pic, c'était Nalo, puis ça va ciao. Puis rendu là, j'étais quand même content parce que, bref, pour le PRP, on avait Jamie Siraj qui a choqué le premier combat, mais j'ai fait un rebuild
avec le PRP. Volodin Castaneda, c'était un push. Mais sinon, J. Millen Hart. Ouais, c'est ça, J. Millen Hart qui s'est fait voler. Sinon, c'était le seul qu'on avait manqué par après Nalo. Là, fait que, mettons que Nalo aurait win, ça aurait été nice. Mais là, vous voyez, j'avais Jourdain correct, Malotte correct. Fait que j'aurais eu tout mon PRP à part le Robbery de J. Millen Hart. Ça m'aurait fait chier. Fait que d'au moins d'en manquer un autre, ça l'a un peu atténué la douleur. Demi-finale, Jourdain contre Phillips. Quel fight! Kyler Phillips qui a beaucoup de succès au premier round. On s'en doutait, on l'a callé. Phillips qui n'a jamais perdu un seul premier round. Mais tu l'as vu, le deuxième, il commençait déjà à être fatigué. Puis c'était parfait. Comme le scénario, qu'est-ce qui est arrivé, c'était excellent. Oui, Charles s'est fait takedown. Mais Scramble Up, il a fait travailler Kyler Phillips vraiment beaucoup au premier round. Puis c'est ça qu'il faut. Kyler Phillips, il se couche sur toi pendant 5 minutes au premier round, il est fatigué. Fait que si tu réussis à scramble up, il faut qu'il te takedown. Tu le fais travailler dans le clinch, tu le fais forcer. C'est excellent. Vous voyez, 3 takedowns sur 4, 3 minutes 51 de contrôle. Mais tous ces efforts-là, je pense que ça l'a joué clairement dans le gas tank là, de Philippe. Puis dès le deuxième round, tu as vu là, la vapeur a retourné. Le round était clairement pour Jourdain. Le deuxième, le outstrike, place les coups les plus dommageables. Il travaille le corps, les teeps rentraient au poste, puis ça dérangeait là, Philippe, si vous le voyez. Il y a eu un takedown aussi, une belle projection. Philippe, il en a réussi également, mais beaucoup moins de contrôle là, que premier round. Troisième, il a été serré somehow. Philippe qui a réussi à avoir des takedowns, mais pas de contrôle sur une très très longue période, même s'il y en a eu. En termes de coups significatifs, Jourdain, l'outstrike, a placé des bons coups, mais Philippe, ce qui m'a surpris, qui a réussi à placer des bons shots également. Troisième round, plus serré que ce que j'aurais cru, mais Jourdain l'a tout de même gagné, là, à mon avis. On avait quand même un bet de 2 unités sur Charles Jourdain, Moneyline à moins 135. J'avais des pokes sub. Le sub prop, je pense que c'était un bon bet là, à plus 630, plus 700-ish. Pourquoi? Ben, Jourdain, le nombre de fois qu'il a essayé d'aller sécuriser sa guillotine, servait des Kimura pour, oui, la sub à temp, mais sinon chercher des reversals. Fait à plus 730, on l'a pas eu, mais dans d'autres scénarios, ces gars-là sur bat, c'est pas hors... je pense que la probabilité qu'ils obtiennent une sub est beaucoup plus fréquente que ce que les odds indiquaient. Fait que très nice. Puis rendu là, on était pas mal kiff-kiff en termes de paris, de bet. Il nous manquait la finale. Il nous restait une leg. Puis c'était fight don't go to decision. Mike Malott Burns, on l'a caché. Malott qui trouve le knockout au troisième round. Le pick back and forth aussi pour ma part. Je savais pas de quel côté aller. Burns qui a quand même looké good early, même au niveau du striking. Il plaçait des bons calf kicks. On voyait que ça dérangeait Mike quand même pas mal. Puis tentait des takedowns. J'aurais aimé ça. Je pense que pour gagner Burns, il aurait fallu qu'il réussisse à avoir des amenés au sol, justement. Contrôler Malott, drainer un peu sa gas tank. Mais vous voyez, 0 sur 7, il n'a pas réussi. Puis au deuxième round, le premier, je pense que je le donnais à Burns. Deuxième round, Mike Malott qui tag Burns avec un gros uppercut. Ça l'a clairement dérangé. Un overhand pas longtemps après. Burns déjà on wobbly leg. Je pense que ça l'a vraiment affecté. Là, on voit que la durabilité n'est plus ce qu'elle était là, dans sa jeunesse. Puis troisième round, Mike Malott qui trouve les kill shots, qui termine Gilbert Burns. Belle performance, honnêtement. Je pensais pas que ça takedown defense allait hold up autant que ça. Combat kind of slow pace. Je pense sur un 5 rounds à ce pace-ci, pas trop de grappling, combat technique debout. Je pense que Mike Malott il peut se rendre à la décision sans problème. Dans un dogfight, par contre, je suis pas encore convaincu avec beaucoup d'échanges de grappling, etc. À suivre, une belle performance de Mike Malott qui close le show in good fashion. Fait que that's it, la gang. C'est déjà tout pour le recap. Très content. Overall, je vous l'ai dit, là, un ou deux spots là, que les reads étaient moins bons. Mais overall, on finit dans le plus. Plusieurs bêtes que je suis très content. Puis on check déjà pour la suite. Là, la semaine prochaine, on est de retour au Apex. C'est Zalal contre... Aljamain Sterling contre Youssef Zalal. Fait qu'une coupe de low-key bon fight. On s'en parle vendredi-ish pour le breakdown. Fait que là-dessus, je vous laisse la gang. Peace out. Passez une belle semaine.